Alors les pompes c'est plutôt pour les pectoraux, alors que pour le dos, ça serait plutôt les tractions. Ah, bienvenue sur Algomius. Non, 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 ne partez pas, hein, vous n'êtes pas trompé de chaîne. Nous sommes bien sur Algomius, la chaîne qui parle de Python et des algorithmes. Mais il existe aussi des rapports entre la musculation et la programmation. Non, si. Alors, je sais qu'en tant que programmeur, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour vous parler de musculation, mais je vais vous montrer qu'il existe quand même certains rapports. D'ailleurs, pour aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, ce sont les boucles, et nous allons voir que les boucles, c'est quelque chose, une notion qui est énormément présente en musculation. Pour ceux qui ont déjà fait de la musculation ou du crossfit ou ce genre de choses, vous savez que les exercices, par exemple, quand vous faites un entraînement, peuvent prendre plusieurs formes. Vous pouvez avoir un coach, mais le coach à côté de vous ne vous dit pas « Allez, tu fais une pompe. T'es arrivé? Bah t'en fais une autre. T'es arrivé? Bah t'en fais une autre. » Non, ce genre de coach, ça n'existe pas. Quand il vous fait un plan d'entraînement, il vous dit bah, tu commences par faire 10 pompes. Et vous, dans votre esprit, en fait, vous décomposez cette instruction et vous dites bah, je vais devoir faire 10 répétitions d'une pompe. Ok. Mais par contre, en musculation, il existe aussi la notion de dire bah, tu vas jusqu'à l'échec. On vous dit par exemple tu commences les pompes et tu t'arrêteras bah, quand tu resteras par terre et que tes bras ne pourront plus pousser vers le haut. La notion d'échec, eh bien, on ne peut pas la définir au début. On ne peut pas savoir à l'avance combien de fois je vais devoir faire une pompe avant de m'arrêter. Ça va dépendre de mon état de forme. Ça va peut-être dépendre aussi de la journée quand je la fais, parce que tous les jours on n'a pas forcément la même énergie, et puis il y a des jours où ça ira mieux que d'autres. Donc c'est quelque chose, on va s'arrêter quand on ne pourra plus. Et puis on verra bien. Voici par exemple, voici les deux boucles principales que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons commencer par la première, qui est l'équivalente en fait de l'arrêt à l'échec de la musculation. Si nous essayons de comprendre un peu ce mécanisme-là, en fait, nous nous lançons à faire quelque chose et nous vérifions à chaque étape s'il est possible de faire une étape en plus. Et s'il n'est pas possible de le faire, c'est que nous avons fini notre boucle et nous sortons. Un autre exemple que je peux donner, si je dis à mes enfants de ranger leur chambre, et que comme ce sont des enfants, ils ne le font pas tout de suite, eh bien je peux me dire que je leur demande de ranger leur chambre tant que leur chambre n'est pas rangée. Donc je vais de temps en temps jeter un coup d'œil, elle n'est toujours pas rangée, je leur redis de ranger leur chambre. Combien de fois je vais leur dire de ranger leur chambre? Eh bien je ne sais pas au début, puisque je vais leur dire tant que leur chambre n'est pas rangée. C'est donc une condition de fin qui doit être vérifiée pour que j'arrête de boucler. Voilà, le premier exemple va porter sur ce genre de boucle. Dans cette première partie, nous allons voir un style de boucle qui va s'appuyer sur une condition à respecter pour que la boucle ait lieu. C'est-à-dire que nous allons boucler tant que la condition est vraie. Par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai cité avant, nous sommes typiquement dans le cas j'ai demandé à mes enfants de ranger leur chambre, tant que leur chambre n'est pas rangée, je continue à leur demander. Et ainsi de suite, ce qui va former une boucle. Lançons tout de suite l'exemple pour voir à quoi cela peut ressembler. La première boucle que nous allons analyser fait directement référence à la musculation. Nous allons faire, par exemple, des pompes jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'énergie, c'est-à-dire un exercice à l'échec. Pour cela, j'ai pris une variable énergie que j'ai alimentée à 100, c'est-à-dire c'est une variable entière qui contient 100 en énergie. Ce 100 va constituer en fait ma réserve d'énergie, et quand je serai à 0, je n'aurai plus assez d'énergie pour continuer. Voyons maintenant la boucle qui va être introduite par le mot-clé while, tant que. Donc, la condition, c'est que tant que l'énergie est supérieure à 0, c'est que tant qu'il me reste de l'énergie. Ensuite, nous avons la syntaxe de points. Eh bien, qu'est-ce que je fais tant qu'il me reste de l'énergie? Eh bien, je fais le bloc de code qui se retrouve en retrait de la fonction while. Ici, j'imprime que je fais une pompe, et cette pompe me demande de l'énergie, donc j'enlève 10 à ma valeur d'énergie. Et je le fais avec l'opérateur moins égal, qui est un opérateur raccourci que propose Python, qui est équivalent à énergie égale énergie moins 10. Donc la première fois que je passerai ici, je passerai à 90 d'énergie, la fois suivante je passerai à 80, et ainsi de suite. Et à un moment donné, vous vous rendrez bien compte que l'énergie sera à 0, je n'aurai plus de batterie, et donc ma boucle va s'arrêter dans la condition là-haut.
nous faisons le test pour voir ce que cela donne. Eh bien, le programme affiche que je fais une pompe, je fais une pompe, je fais une pompe, et il le fait 10 fois, et au bout de 10 fois, il s'arrête, car la jauge d'énergie est tombée à 0. Ok, nous avons bien ce que nous voulons. La deuxième boucle que j'aimerais proposer ici va introduire une nouvelle fonction, qui est la fonction break, qui va permettre d'interrompre une boucle en cours avant d'arriver à la condition de fin. Voyons un exemple qui expliquera un petit peu mieux ce concept. Cette fois-ci, je pars avec une énergie égale à 50. Ok ? Et je fais un while, mais cette fois-ci, la condition que je lui mets, c'est true. Alors ça, c'est assez bizarre comme écriture, on pourrait se dire. Parce que while true, ça veut dire qu'on est en train de faire une boucle infinie. On évalue la condition qui se retrouve toujours derrière le while. Cependant, cette fois-ci, la condition est true. C'est-à-dire qu'on va boucler à l'infini. Cette condition ne changera jamais. Eh bien, le Python nous apporte quand même un mécanisme pour interrompre une boucle infinie. Donc, si l'énergie est supérieure à 0, on fait toujours un test, eh bien c'est que j'ai encore de l'énergie à revendre, donc je fais une pompe, et j'enlève l'énergie, 10 à mon énergie, à chaque fois, ce qui va décrémenter l'énergie que j'ai encore en réserve. Bien. Cette fois-ci, ce if va avoir une dépendance else qui va avoir son contraire. Donc c'est-à-dire que ce else va être appelé lorsque je n'ai plus d'énergie. Et que faire lorsque je n'ai plus d'énergie? Eh bien nous allons appeler la fonction break qui en fait va sortir de la boucle. Là nous avons une énergie de 50, une pompe nous demande 10 d'énergie, donc il est facile à comprendre que nous allons faire 5 pompes, et c'est bien ce qui se passe sur notre exemple. Je fais une pompe, j'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et j'arrête. Donc la boucle s'est interrompue, alors même que la condition qui se retrouve après le while n'a pas changé. Voici deux exemples que nous venons de voir qui montrent comment fonctionne une boucle et comment éviter les boucles infinies. Si vous avez une condition derrière le while, il faut absolument que dans le corps du while, dans le bloc, il faut que cette condition puisse être modifiée. Il faut qu'une variable puisse être incrémentée, il faut que l'une des deux valeurs change du test par exemple, mais il faut que cette condition puisse changer d'un état de boucle à l'autre. Si vous vous retrouvez dans un cas où la condition ne peut pas changer, typiquement le while true que j'ai ici, il faut impérativement que sous une certaine condition, nous puissions sortir de la boucle avec une fonction break. Sinon, nous allons faire une boucle infinie, ce qui en fait fait planter le programme au bout d'un moment quand il a saturation de la mémoire. Nous allons voir une troisième fonction encore, qui permet de faire certaines choses dans les boucles, c'est la fonction continue. Je reprends mon exemple du départ, j'ai maintenant une énergie de 100, et j'ai mis un compteur à 0 pour que nous puissions compter le nombre de pompes que nous faisons. Ok. Tant que mon énergie est supérieure à 0, nous avons exactement la même boucle qu'avant, eh bien, je peux faire une pompe, j'augmente le compteur pour dire que j'ai fait une pompe en plus, et j'enlève 10 à mon énergie pour dire que cette pompe m'a utilisé 10 en énergie, et du coup, je dois enlever 10 à ma réserve d'énergie. Et là, je fais quelque chose pour introduire ma nouvelle fonction continue. Je regarde si le compteur pour 102, c'est-à-dire si le reste du compteur divisé par 2 est égal à 0, c'est-à-dire que si le compteur est un multiple de 2, là je vais obtenir 0. Et 0, nous l'avons vu, au travers des interprétations des types booléens, 0 vaut false. Et bien dans le cas où le compteur donc n'est pas un multiple de 2, je continue. Et continue est en fait une fonction qui va dire je reprends au début de la boucle et je me désintéresse de ce qui est fait après. Okay. Qu'est-ce qui est fait après dans la boucle? Là vous voyez que nous sommes toujours dans la boucle puisque nous respectons toujours l'indentation qu'il y a pour chaque ligne dans la boucle, donc nous sommes ici toujours dans la boucle. J'écris que je suis à compteur pompe, c'est-à-dire que je compte le nombre de pompes que je fais. Seulement pour arriver ici, il faut que le compteur soit un multiple de 2. Parce que sinon, si c'est un nombre impair, en fait je vais faire continu, et le continu ici va me ramener au début de la boucle. Et donc, qu'est-ce que cela va nous donner? Eh bien vous le voyez, je fais une pompe, j'en fais une deuxième, et on compte maintenant, j'en suis à 2 pompes. Ok. Je refais une pompe,
j'en fais encore une. Ah, et j'en suis maintenant à 4 pompes. Donc vous voyez en fait que cette structure permet que pour chaque compteur qui a un nombre impair, en fait, on n'écrit pas ce texte. On continue et on reprend directement en sommet de la ligne en ignorant le reste. C'est encore un mécanisme en fait pour interférer dans le fonctionnement linéaire d'une boucle. Et on se rend compte avec ces trois façons de faire, avec le while, avec le break et avec le continu, qu'on a plusieurs méthodes en fait pour influencer ce que va faire une boucle et influencer également les conditions d'arrêt de cette boucle. Nous venons de voir maintenant quelques exemples avec des boucles qui s'arrêtent lorsqu'une condition n'est plus vérifiée. Il existe aussi dans le monde des boucles qui s'exécutent alors que nous savons dès le départ combien de fois nous allons devoir le faire. Si je reprends par exemple l'exemple de la musculation, c'est le type d'exemple, je vais faire 10 pompes. Je vais commencer à faire une pompe, je vais en faire une deuxième, et je sais que l'exercice s'arrêtera quand j'en aurai fait 10. Ou alors que je ne pourrai plus en faire. Mais là, normalement, si l'exercice est bien fait pour ma condition, normalement je devrais pouvoir tenir jusqu'au bout. Donc ça, ce sont des boucles où nous pouvons prédire le nombre d'itérations qu'il y aura. Autre exemple, par exemple, si vous faites de la cuisine, vous savez que vous devez mettre votre rôti au four pendant 3 heures et que vous devez l'arroser toutes les 20 minutes. Eh bien, vous pouvez dire dès le début combien de fois vous devez l'arroser. Si vous l'arrosez toutes les 20 minutes, ça veut dire que vous l'arrosez 3 fois par heure. Si vous l'avez 3 heures au four, ça veut dire que vous l'arroserez 9 fois au total. Donc, le nombre de fois où vous allez répéter une action est connu à l'avance. Eh bien, c'est ce genre de cas que nous allons traiter dans les exemples qui vont suivre. Après avoir vu une boucle qui s'arrête sur une condition de fin, voyons maintenant l'exemple d'une boucle où on connaît à l'avance le nombre de fois où l'on va itérer à travers cette boucle. C'est-à-dire, si par exemple vous avez un entraîneur, un coach qui vous dit « Eh bien, tu me fais 10 pompes », eh bien vous savez en commençant que vous allez faire 10 pompes. Ça change du moment où on vous dit « Tu fais des pompes tant que tu as assez d'énergie pour en faire », et là vous ne pouvez pas dire à l'avance combien vous en ferez. Donc c'est une nouvelle façon de concevoir la boucle que nous allons voir dans cet exemple. Pour cela, je relance le programme. Ok. Donc cette fois-ci, nous nous retrouvons typiquement dans l'exemple où un entraîneur nous dit de faire 10 pompes et nous voulons faire des pompes et garder le compte du nombre de pompes que nous faisons. Pour cela, je vais utiliser la fonction range qui va nous servir grandement dans cet exemple. Range est une fonction qui nous permet de créer en fait une succession de valeurs qui va être prise par un nombre qui va passer à travers toutes ces valeurs. Nous allons le voir dans un premier exemple. Regardez bien la syntaxe, cette fois-ci nous n'avons plus le while tant que, qui se basait sur une condition, mais cette fois-ci nous avons un for. For est à utiliser lorsque nous savons à l'avance le nombre d'itérations que nous allons faire dans la boucle. J'utilise i, mais qui pourrait être n'importe quel nom de variable, ici, mais c'est vrai que communément les itérateurs dans les langages de programmation prennent le nom de i, j, k, puisque ce sont des variables qui restent normalement assez locales dans la boucle, et donc ce sont à peu près les seules variables que l'on peut se permettre de ne pas les affecter d'un nom qui est vraiment compréhensible, parce qu'elles seront utilisées localement et pour un court instant. Donc ma variable i va prendre toutes les valeurs que va renvoyer la fonction range10. Et que va renvoyer la fonction range10 ? Eh bien typiquement, lorsque range a un seul paramètre, elle va renvoyer tous les nombres à partir de 0 jusqu'au nombre qu'elle prend en paramètre. Donc la fonction range10 va renvoyer une liste qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc elle va renvoyer 10 nombres de 0 à 9. Il faut vraiment comprendre, si là on donne comme paramètre 10, ça va être tous les nombres entiers en dessous de 10. C'est comme ça qu'on peut se souvenir de ce qu'elle renvoie. Voyons comment elle le fait. Ici, je fais donc un print, je fais une pompe, et j'en suis à i plus 1. C'est-à-dire que la première fois que l'on va tourner dans la boucle, i va valoir 0. Donc je fais une pompe, c'est-à-dire que je rajoute 1 au nombre de pompes que j'avais fait avant. Donc i plus 1. Et quand on voit l'affichage, donc je fais une pompe, j'en suis à 1. Puis je repars dans la boucle, j'en suis une pompe, je fais à 2. Et on voit que je fais toujours i plus 1. Donc en fait, c'est la valeur de i qui successivement dans la boucle change de valeur et prend successivement toutes les valeurs de 0 à 9. Et à la fin, je fais la dernière pompe et j'en suis à 10. Le dernier nombre
que i a prix était 9, j'ai rajouté 1, j'en suis bien à 10 pompes. J'ai encore fait une pompe après les 9, j'en suis à 10. Nous allons voir maintenant un petit peu les paramètres de cette fonction range, qui est très flexible et qui nous permet de faire énormément de choses. Dans la deuxième partie, par exemple, nous avons mis deux paramètres à range. Cette fois-ci, nous avons mis un paramètre 4, virgule, et un paramètre 10. Le paramètre 10 que nous avons mis, le deuxième paramètre, est exactement le même que le paramètre de range quand il n'y a qu'un seul paramètre, c'est-à-dire c'est la limite haute qui va être atteinte par la liste générée par range. Ici, par contre, le premier paramètre va lui dire à partir de quel nombre range va commencer. Donc, si vous avez un range 4,10, range va générer tous les nombres en commençant par 4 et en restant inférieur à 10. Donc, range va générer une liste qui contient 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyons si cela correspond bien avec l'affichage que nous faisons en dessous. Je fais une pompe, j'en suis à 4. Donc, vous voyez, on commence directement à 4. Je fais une pompe, j'en suis à 5, 6, 7, 8, et on s'arrête à 9. C'est là où s'arrête la liste. Ok. Voyons maintenant la fonction range avec 3 paramètres. Ça se complexifie un peu. Les deux premiers paramètres de range restent identiques aux deux premiers paramètres que nous avions quand range avait deux paramètres. Donc, comme nous l'avons vu, nous arrivons vite rapidement à comprendre que range va générer une liste qui commence à 2 et qui est inférieure à 10. Donc si on n'avait que ces deux paramètres, range générerait la liste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais cette fois-ci, nous avons encore un dernier paramètre qui est le paramètre 2. Et bien ce paramètre symbolise en fait le pas que la fonction range va parcourir dans la liste. C'est-à-dire que par défaut le pas est de 1, c'est-à-dire qu'il prend la liste et que pour chaque élément il ajoute 1 pour avoir le suivant. C'est pour ça que nous avons une liste d'entiers croissants, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si maintenant nous le mettons à 2, il va rajouter un pas de 2 pour générer sa liste. Donc c'est-à-dire qu'il va partir de 2, l'élément suivant sera 4, ensuite il aura 6, ensuite il aura 8, et ensuite il va s'arrêter, puisque le prochain élément est 10, mais 10 n'est plus inférieur à 10, donc il va s'arrêter là. Voyons tout de suite ce qu'il va écrire. Donc là, nous avons utilisé une autre façon de compter. Je fais une pompe, mais j'en compte 2 parce que j'ai 2 bras. Et donc, la première fois qu'il va passer, il va en avoir 2. Là, je rappelle qu'on affiche toujours i. Je fais une pompe, mais j'en compte 2 parce que j'ai 2 bras, il arrive à 4, 6, 8. Et donc, avec un pas de 2, on s'aperçoit qu'on arrive à avoir tous les nombres pairs. Si maintenant j'étais parti de 1 ici à la place de 2, j'aurais eu tous les nombres impairs. En fait, le pas est toujours la distance qui sépare deux nombres générés par la fonction range. Ok. Allons un petit peu plus loin maintenant. Nous avons vu comment générer des listes ascendantes avec range. Essayons de voir si nous arrivons à générer des listes descendantes. Eh bien, nous gardons toujours la même syntaxe de la boucle for. For i, une variable qui va parcourir la liste qui est générée par la fonction range. Sauf que cette fois-ci, on met un premier argument 10 qui est supérieur au deuxième argument 0. Et donc, nous voulons parcourir la liste avec un pas de moins 1. Donc si vous avez compris ce que nous avons fait en haut, en fait, nous allons partir de la valeur 10, nous allons tenter d'arriver à la valeur 0 en décrémentant de 1 à chaque fois la variable. Donc nous allons partir de 10, ensuite nous allons avoir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le suivant ce serait 0, mais 0 est déjà à la limite, donc on va s'arrêter là. Donc je fais une pompe, donc comme j'en ai fait une et que je suis parti de 10, eh bien il m'en reste 10 moins 1 à faire, donc j'ai fait une pompe, il m'en reste 9, j'ai fait une pompe, il m'en reste 8, je fais une pompe, il m'en reste 7, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je fasse une pompe et qu'il m'en reste 0 et que la boucle s'arrête. Ok. Super, donc la fonction range, vous avez vu, c'est une grande flexibilité qui vous permet de parcourir des nombres dans un sens, dans l'autre, et qui permet d'adapter les pas, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Très bien. Ensuite, nous allons voir je dirais pas une bizarrerie, mais
Je suis tenté de dire une bizarrerie parce que c'est quelque chose en fait que j'ai découvert avec Python et que je n'avais jamais vu dans un autre langage. Il est possible de mettre une partie else sur les boucles en Python. Alors nous allons voir à quoi sert cette manipulation. Nous avons par exemple ici une boucle très simple, for i, qui va parcourir la range de 10. Donc nous l'avons vu, la range de 10, c'est tous les nombres à partir de 0 qui sont inférieurs à 10 dans l'ordre incrémental. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons vu que en fait, je fais une pompe, je suis à 1, nous reprenons l'exemple du dessus, je fais une pompe, je suis à 2, et j'en fais une, je suis à 10. Ok. Et la fonction else, en fait, va être appelée lorsque la condition du for n'est plus valable. C'est-à-dire, à partir du moment i va être au-delà, n'aura plus de valeur de range qu'il pourra prendre, il va parcourir successivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après 9, on se rend compte que i ne peut plus être valorisé parce qu'il n'y a plus d'éléments retournés par la fonction range. Et donc, la condition est invalidée et on va passer dans le else qui va écrire ouf terminé. Et là, c'est ce que ça écrit. Donc, ouf terminé est écrit une seule fois à la fin de la boucle. Et alors, vous allez me dire, ouais, et si j'avais enlevé le else, par exemple, et que j'avais imprimé le print ici, à la première ligne, et j'aurais été en dehors de la boucle, ça aurait été la première instruction qui avait été exécutée après la boucle, et ça aurait fonctionné aussi. Alors, c'est tout à fait vrai, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, mais la fonction else a un cas particulier, c'est qu'elle s'exécute le plus souvent avec la fonction break que nous avons vue en haut, qui interrompt une boucle. Et nous allons le voir directement à travers un exemple. Pour cet exemple, j'ai pris une énergie de 50. C'est l'énergie qui va me permettre de faire des pompes. Ok, je vais partir sur une boucle de 10 itérations, donc i va parcourir successivement les valeurs 0 à 9, et donc je fais une pompe, et j'en suis donc à 1, que nous avons ici. Ok, mon énergie décroît de 10, c'est exactement ce que nous avons vu dans le premier exemple. Si l'énergie devient inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire que je n'ai plus d'énergie pour continuer. À ce compte-là, j'écris « je n'en peux plus » et je fais un break, je sors de la boucle. Okay. Regardons l'exécution. Je fais une pompe, j'en suis à 2, je fais une pompe, je suis à 3, je fais une pompe, j'en suis à 5 cette fois-ci, et à 5, je n'ai plus d'énergie, puisque j'enlève 10 à chaque pompe et que j'ai une énergie de 50, et bien au bout de 5 pompes, j'ai plus d'énergie. Et on écrit « j'en peux plus ». Par contre, vous voyez que le « ouf terminé » n'a pas été écrit. Et oui, parce qu'en fait, le « else » pour une boucle ne s'affiche seulement si la boucle arrive à son terme sans encombre. Et là, en fait, c'est une mécanique qui est plutôt intéressante. Par exemple, si vous travaillez avec une base de données, vous pouvez vous dire, par exemple, que vous ne faites un commit seulement si l'intégralité de la boucle a été réalisée avec succès. Si l'intégralité de la boucle a été réalisée avec succès, c'est que toutes les opérations se sont bien déroulées et que vous pouvez donc sauvegarder les données dans votre base de données. Et dans le cas où quelque chose s'est mal passé, que vous ne pouvez pas garantir que les données sont bonnes dans la base, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire un rollback à ce niveau-là et faire un break qui vous sortira de votre boucle. Et vous n'aurez pas sauvegardé dans votre base de données des données à moitié traitées. Voilà pour ce petit mécanisme qui peut être plutôt sympathique. Donc dans cette partie, nous avons vu comment parcourir une boucle cette fois-ci en connaissant à l'avance le nombre d'itérations grâce à la fonction range, et nous avons vu quelques petites fonctions qui nous permettent aussi d'améliorer le fonctionnement des boucles et parfois d'interrompre, vu avec la fonction break par exemple, le déroulement classique d'une boucle dans certains cas. Bien, nous avons déjà vu maintenant deux façons de concevoir les boucles, une avec une condition d'arrêt et l'autre avec un nombre connu d'itérations à l'avance. Nous allons voir maintenant des boucles qui vont se baser typiquement sur l'objet sur lequel elles vont itérer. Typiquement, si vous construisez un entraînement de musculation et que vous vous entraînez en circuit, eh bien, vous pouvez dire par exemple que j'ai un entraînement et j'aurai fini l'entraînement quand j'aurai fini la liste de tous les exercices que va me donner le coach.
Donc je vais commencer par des pompes, puis je vais faire des tractions, puis je vais faire des squats, je vais enfin faire des crunchs, enchaîner, tout ça, peut-être même répéter le circuit plusieurs fois. Et en fait, vous vous rendez compte que cette fois-ci, vous ne cherchez pas vraiment à comprendre quel est le numéro d'éléments, le nombre d'éléments. Vous ne cherchez pas non plus à une condition d'arrêt qui serait l'épuisement total. Mais en fait, vous vous rendez compte que ce qui va conditionner l'arrêt de la boucle, en fait, c'est quand vous aurez traversé toute la liste des choses que vous avez à faire. Si je veux prendre un autre exemple, si vous faites vos courses, vous avez une liste d'éléments que vous voulez acheter. Eh bien, vous allez continuer à faire vos courses tant qu'il y a un élément sur votre liste qui n'est pas dans votre caddie. Bien sûr, on pourrait compter le nombre d'éléments qui sont dans la liste, et on pourrait savoir combien de fois on va répéter l'action. Mais en fait, on n'est même pas obligé, puisqu'il suffit finalement de rayer un élément dans la liste à chaque fois qu'on le met dans le caddie, et vous vous rendez compte que vous vous arrêterez tout seul lorsque tous les éléments de la liste seront rayés. En fait, le nombre de fois où vous allez exécuter une action va dépendre du nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste. Voyons tout de suite quelques exemples qui seront plus parlants pour traiter des boucles qui vont directement se greffer sur un objet itérable. Après avoir déjà vu deux façons de parcourir une boucle, la première qui tourne pendant qu'une condition est vraie et la deuxième qui va se baser plutôt sur un nombre d'itérations prédéfinies, nous allons voir maintenant une troisième façon de faire une boucle, de faire des itérations sur un traitement. Et cette fois-ci, nous allons nous appuyer sur les objets itérables que nous avons déjà vus. Un objet itérable, c'est un objet qui peut contenir plusieurs éléments. Nous avons déjà vu plusieurs exemples lorsque nous avons parlé des listes, des dictionnaires, mais nous allons voir aussi que les chaînes de caractères, les sets, les tuples sont aussi des éléments qui peuvent rentrer dans cette définition. Lançons sans plus entendre notre exemple. Très bien, cette fois-ci je ne veux plus spécifier de nombre de fois que je veux tourner, je ne veux plus utiliser la fonction range, mais je veux m'appuyer exclusivement sur la longueur de l'élément que je veux parcourir. Pour cela, j'ai créé une liste 1, que nous souvenons que les listes se déclarent avec des crochets ouvrants, crochets fermants, et dans cette liste, j'ai mis mon programme de musculation. Donc je commence par des pompes, des tractions, des squats et des crunchs. Autant dire que c'est une séance qui va être quand même plutôt compliquée. Cette fois-ci, regardez bien la syntaxe, j'ai toujours mon for qui est le mot-clé qui va introduire une boucle, j'ai toujours i, ma variable, qui va parcourir la liste des valeurs possibles, mais cette fois-ci, elle ne va pas parcourir le retour de la fonction range, mais elle va parcourir directement la liste 1. Et en parcourant directement la liste 1, on va voir ce qu'elle écrit. Donc je travaille sur l'exercice et je mets en variable i, et nous allons voir que en premier, je vais travailler sur l'exercice pompe, en deuxième, je vais travailler sur l'exercice traction, puis sur l'exercice squat, et enfin sur l'exercice crunch. Donc nous avons vu que notre variable i prend successivement toutes les valeurs de la liste. Pompe, traction, squat, crunch. Et nous n'avons pas spécifié la taille de la liste ou une condition de sortie quelconque. Elle s'est arrêtée à partir du moment où la liste n'avait plus d'autres éléments à traiter. Ok, très bien. Voyons maintenant comment l'exemple fonctionnerait avec un dictionnaire. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour reprendre l'analogie maintenant de la musculation, que nous commençons à connaître avec notre exemple, je me suis fait un programme de musculation. Mon dictionnaire contient des pompes, je dois en faire 10, des tractions, je dois en faire 5, des squats, je dois en faire 10, et enfin je termine avec des abdos, et je dois en faire 20. Ok. Donc nous avons vu, lorsque nous avons parlé des dictionnaires, que la fonction items des dictionnaires renvoie en fait une liste de tuples qui contient à chaque fois la clé et la valeur. Cette fois-ci, dans la fonction for, nous avons utilisé deux variables, une pour la clé, virgule, et pour la valeur du dictionnaire. Nous allons voir ce que cela affiche, et ensuite nous allons comprendre comment tout cela s'est mis en place. Donc nous écrivons que pour l'exercice clé, je fais val répétition. Et le programme nous donne bien que pour l'exercice pompe, je fais 10 répétitions, pour l'exercice traction, je fais 5 répétitions, pour l'exercice squat, je fais 10 répétitions, et pour l'exercice crunch, je fais 20 répétitions. Donc val contient bien le nombre de répétitions, à savoir la valeur du dictionnaire à chaque fois, et clé contient bien la clé du dictionnaire.
Donc, item nous a renvoyé en fait une liste de couples, c'est un tuple, mais un couple c'est un tuple de deux éléments, dont le premier élément est la clé et le deuxième est les val. Et la boucle for nous permet de boucler ces deux éléments sur tout le dictionnaire et d'afficher en fait le contenu du dictionnaire en séparant la clé et la valeur. Ok. Plus surprenant peut-être, c'est que la chaîne de caractères est également un objet itérable. Pour nous en convaincre, nous utilisons une variable, donc cette fois-ci je l'ai appelée lettre, pour que vous voyez en fait que le nom de la variable n'a aucune incidence, il faut juste qu'il soit le même après le for et dans la boucle for en fait. Dans le premier exemple, nous l'avons appelé i, puis nous avons eu des clés et des vals, cette fois-ci je l'appelle lettre. Vous pouvez très bien l'appeler comme vous voulez. Donc cette fois-ci, je cherche toutes les lettres in la chaîne de caractères musculation. Ok. Et je vais écrire la lettre E. Et vous voyez que cet exemple écrit la lettre est M, la deuxième est U, la troisième est S, et que sur la verticale, nous réécrivons le mot musculation. Donc, la chaîne de caractères musculation a été décomposée à l'aide de cette boucle, lettre par lettre. Voilà. Donc, nous pouvons dire que la chaîne de caractères est un objet itérable, comme peut l'être la liste ou le dictionnaire. Enfin, j'aimerais terminer avec une dernière façon de parcourir une liste. Cette fois-ci, en dehors d'une boucle, même si on sent bien que la notion de boucle est présente dans cette écriture. Nous avons donc créé ce que l'on appelle un objet itérateur sur la liste 1. Je rappelle que la liste 1 contient mon programme de musculation. Des pompes, des tractions, des squats, des crunchs. Ok. J'ai donc créé un itérateur qui utilise le constructeur de l'objet itérateur qui s'appelle iter et qui prend en paramètre une liste d'objets. Et donc, à chaque fois que je vais faire un next, une fonction next sur mon itérateur, je vais récupérer la valeur suivante dans l'objet itérable que j'ai passé en paramètre. Ici, vous voyez que la fonction next prend un deuxième paramètre. J'ai mis une chaîne de caractères qui dit c'est fini, tu peux souffler. En fait, c'est une sécurité. Si vous ne mettez rien en deuxième paramètre et que vous appelez la fonction next sur un itérateur, mais qui est arrivé au bout de la structure qui l'itérait, eh bien vous allez provoquer une erreur. Là, en mettant ce libellé, nous allons voir comment cela fonctionne à l'exécution Python. La première fois que nous faisons un next, nous avons les pompes, qui est le premier exercice de ma liste. La deuxième fois, nous avons les tractions, qui est le deuxième élément de ma liste, puis les squats, puis les crunchs. À ce moment-là, la liste 1 est vide, mais nous avons continué à faire des next. Et cette fois-ci, nous avons la phrase « c'est fini, tu peux souffler », puisque l'itérateur est arrivé au bout. Donc l'itérateur ne boucle pas. À partir du moment où il est arrivé au bout, il est inutilisable, et si nous voulons repartir du début de l'objet à itérer, il faudra recommencer tout à zéro. Cette structure est assez souple à utiliser, puisque vous voyez qu'elle ne se cantonne pas à une boucle, à des déclarations, et qui ensuite, une fois sorti de la boucle, vous n'avez plus accès à ces itérateurs. Ce sont vraiment des itérateurs que vous pouvez déclarer en début de programme et les utiliser n'importe où à chaque fois que vous avez besoin d'une valeur. Ça apporte beaucoup de souplesse, ça apporte peut-être aussi un petit peu de complexité au moment où vous allez devoir relire un programme qui contient énormément de fonctions next un peu à gauche à droite dans différentes fonctions. Voilà pour cette troisième partie. Donc maintenant, nous avons vu une façon d'itérer à travers des structures de données où on ne doit spécifier ni condition finale ni nombre d'itérations. En fait, c'est Python qui cherche lui-même quelle est la longueur de la liste et qui va s'adapter à la longueur de la liste ou du dictionnaire ou du set pour savoir combien de fois il va devoir passer dans la boucle et traiter les éléments qui correspondent. Voilà une troisième façon en fait de parcourir les boucles, après avoir vu la boucle sur condition d'arrêt et la boucle quand nous connaissons à l'avance le nombre de fois que nous voulons itérer. Nous avons maintenant à notre disposition la boucle qui va directement se baser sur un objet itérable et qui va le traverser en entier et qui va s'arrêter lorsqu'il sera à la fin de l'objet. Nous allons voir maintenant une dernière partie qui va concerner un petit peu les problèmes que nous pouvons rencontrer lorsque nous traitons les boucles. Vous avez bien compris maintenant que la boucle sert en fait à utiliser la même étape un nombre donné de fois
et que, en fait, tout le challenge d'écrire une boucle correcte va être de dire à quel moment elle commence, dans quel cas elle doit s'exécuter, et dans quel cas elle doit s'arrêter. Et vous allez voir en fait que des problèmes vont maintenant se poser à vous, et vous allez tout de suite vous dire « Ah mais ça va se résoudre sous forme de boucle, c'est sûr », puisque on va se rendre compte que une étape doit être répétée, 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 jusqu'à une certaine condition. Cependant, Python va aussi apporter de son côté des fonctions qui vont nous simplifier la vie et qui vont parfois nous permettre de résoudre des problèmes qui ont l'air de ressembler à des problèmes de boucle, mais par l'appel de fonctions qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus lisibles à utiliser. Nous allons voir ça dans la partie qui vient. Pour cette dernière partie, j'aimerais vous montrer maintenant des fonctions que nous pouvons utiliser lors du parcours de boucle, du parcours de structure comme des listes ou des dictionnaires, mais aussi quelques petits problèmes que nous pouvons résoudre soit par des boucles, soit par des fonctions qui nous évitent justement d'appeler des boucles. C'est-à-dire que ce sont des petits problèmes où on sent qu'on va devoir itérer un certain nombre de fois sur un élément, mais Python propose quelques petits raccourcis pour ne pas être obligé de déclarer vraiment une boucle. Pour cela, lançons rapidement notre exemple. Le premier exemple que je voudrais vous montrer est la valeur enumerate. Cette fonction peut vous aider, par exemple, lorsque vous parcourez une liste, et ça nous l'avons vu dans la partie 3, lorsque vous parcourez une liste, l'itérateur, enfin la variable qui va traverser la liste, va prendre successivement les valeurs de la liste. Par contre, vous allez complètement perdre la valeur du rang de l'objet dans la liste. Typiquement, si l'on revient à l'exercice 3, nous sommes passés, la valeur i ici a pris successivement les valeurs pompe, traction, squat et crunch. Par contre, il vous était impossible de retrouver quel était l'ordre dans la liste de cette information. Eh bien, la fonction enumerate arrive à pallier à ce problème. Nous allons cette fois-ci utiliser la valeur enumerate dans notre for et prendre en paramètre notre liste qui contient toujours pompe, traction, squat et crunch. Et la fonction enumerate renvoie par un couple qui contient la position et la valeur dans la liste. Et quand nous écrivons ensuite « je travaille sur l'exercice i en position 0 », nous avons à la fois que je travaille sur l'exercice pompe qui est en position 0 dans la liste. Je travaille sur l'exercice traction qui est en position 1 dans la liste. Je travaille dans l'exercice squat en position 2 dans la liste. Et je travaille dans l'exercice crunch en position 3 dans la liste. Cette fonction peut vous aider, par exemple, lorsque vous aurez besoin du rang de l'élément ainsi que de la valeur de l'élément. Ça arrive souvent en programmation. La deuxième fonction que j'aimerais vous montrer est la fonction zip. La fonction zip permet de mettre en relation deux listes, par exemple, où vous avez des données dedans. Par exemple, je vais vous montrer, nous avons une première liste qui contient les exercices, des pompes, des tractions, des squats et des crunchs, et une deuxième liste qui contient les répétitions de ces exercices, 10, 5, 10, 20. Dans l'idée, nous aimerions construire un programme où nous indiquons à notre sportif qu'il doit faire 10 pompes, 5 tractions, 10 squats et 20 crunch. Mais ces informations sont dans deux listes différentes. Eh bien, la fonction zip nous permet de réunir les informations de ces deux listes. Pour cela, pour montrer comment cela se passe, là je mets une boucle for qui en fait n'est pas essentielle à la fonction zip, mais la boucle for permet d'afficher le résultat de zip pour nous montrer ce qu'il y a dedans. La fonction zip se suffit à elle-même pour concaténer les deux listes. Enfin, pas concaténer, mais pour mettre en rapport les éléments des deux listes. Donc nous parcourons le résultat de zip, exercice et répétition, et qui va nous renvoyer un couple dont la première position est l'exercice, donc membre de la liste exercice, et le deuxième est répétition, membre de la liste répétition. Donc nous allons écrire répétition pour l'exercice exer. Et le résultat de cette fonction nous donne 10 répétitions pour l'exercice pompe, 5 répétitions pour l'exercice traction, 10 répétitions pour l'exercice squat et 20 répétitions pour l'exercice crunch. Nous voyons que nous sommes arrivés à construire un programme de musculation alors que les éléments étaient dans différentes listes. Nous avons regroupé les informations de plusieurs listes
pour la solution de notre problème. Ok, très bien. Là, je vais vous présenter une fonction, la fonction map, qui en fait va résoudre énormément de problèmes qui pourraient s'apparenter à des listes. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Vous avez par exemple un sportif qui va vous donner quelles sont les performances actuelles sur plusieurs exercices. En fait, il sait faire 20 pompes, il sait faire 12 tractions, il sait faire 50 squats et il sait faire 44 crunch en abdos. Ok. Il va voir son entraîneur et son entraîneur lui dit « Ouais, c'est pas mal. Sauf que je vais te fixer un objectif et il va falloir que tu arrives à 150% de ces... Tu vas te fixer un objectif 150% de tes performances actuelles. C'est-à-dire que les objectifs vont être les performances actuelles multipliées par 1,5. Ok. Donc avec ce que nous avons vu en haut, nous savons que nous pourrions parcourir la liste des performances avec une boucle for, et pour chaque performance de la liste, la multiplier par 1,5 et la mettre dans une liste d'objectifs. C'est tout à fait possible et ça fonctionne. Sauf que Python nous propose un raccourci avec la fonction map. La fonction map permet d'appliquer une fonction sur un élément itérable. Et chaque élément de cette liste, par exemple, se verra appliquer la fonction et les différents résultats seront regroupés eux-mêmes dans une liste qui sera renvoyée pour construire ma liste d'objectifs. Ici, j'ai déclaré ce qu'on appelle une lambda fonction, c'est-à-dire qu'une fonction qui peut se déclarer sans avoir à lui spécifier un nom. Je reviendrai sur cette écriture lorsque nous parlerons des fonctions, mais pour l'instant, je explique juste la syntaxe de base. En fait, une lambda fonction dit que pour tout x, en fait, on renvoie la valeur de x fois 1,5. C'est-à-dire que quand elle va traverser la liste des performances, elle va multiplier 20 par 1,5, ce qui va donner 30, puis elle va multiplier 12 par 1,5, ce qui va donner 18, 50 par 1,5, ce qui va donner 75, et ainsi de suite. Vérifions que notre objectif soit bien rempli. Donc j'ai ma liste des performances qui est ici, 20, 12, 50, 44, et j'ai ma liste des objectifs qui est en dessous, 30, 18, 75, 66. Ma liste des performances, c'est à des entiers, alors que ma liste des objectifs, comme vous le voyez, ce sont des valeurs décimales. Pourquoi? Eh bien simplement parce que dans ma fonction lambda, j'ai multiplié x valeur entière par un nombre décimal, 1,5. Et quand un des deux opérateurs est un nombre décimal, le résultat est aussi un nombre décimal. Voilà. Mais on peut se rendre compte en fait que cette fonction a bien été appliquée à chacune des valeurs de ma liste sans que j'aie eu à faire une boucle. Et donc ça peut simplifier pas mal les choses quand vous avez des petites choses à faire. Enfin, je voudrais parler de deux dernières fonctions qui peuvent être utiles, qui sont les fonctions any et all. Any et all permettent en fait de grouper des résultats de conditions et font un traitement logique dessus. Donc pour vous montrer comment cela fonctionne, j'ai créé trois listes. Une liste qui contient un mélange de valeurs booléennes true et false. True, false, true, false, false, true, true, false. Un mélange. Une liste 2 qui contient que des valeurs true, que des valeurs vraies. Et une liste 3 qui ne contient que des valeurs fausses. Vous voyez. Et donc, j'écris par exemple les résultats de la version any. Donc la version any dit que sur ma liste 1 vaut true, parce que any cherche si au moins une des valeurs dans la liste est true, elle renvoie true. Là, on voit qu'on en a au moins une. Elle renvoie true pour la liste 2, puisque toutes les valeurs de la liste 2 sont un true, donc elle renvoie aussi true. Il en faut au moins un, si elles le sont toutes, évidemment qu'il y en a au moins une. Par contre, pour la liste 3, elle renvoie false, puisque là, il n'y a pas une seule valeur qui vaut true. Enfin, la fonction all, elle, va chercher à savoir si tous les éléments de ma liste sont vrais. Donc, par exemple, là, dans la première liste 1, elle va me renvoyer false, parce que tous les éléments ne sont pas vrais. Vous voyez qu'il y a aussi des false. Dans la liste 2, elle va me rendre true, puisque cette fois-ci c'est vrai. Dans la liste 2 ne contient que des éléments vrais. Et dans la liste 3, qui ne contient que des valeurs fausses, là, elle va me renvoyer faux également, puisque, par définition, si toutes les valeurs sont fausses, elles ne sont pas toutes vraies.
Ce sont des fonctions qui peuvent nous aider beaucoup. Par exemple, si vous testez plusieurs choses dans un programme, si vous faites des tests d'intégration ou ce genre de choses, et que vous voulez vérifier, vous appelez plusieurs fois la fonction avec des paramètres différents, et que vous voulez donner le feu vert seulement si tous les tests que vous avez lancés ont réussi. Et bien cette fonction, vous pouvez regrouper le résultat de tous ces tests dans une liste, et ensuite utiliser la fonction all pour voir si tout a été bon. Ensuite, pour la fonction any, vous pouvez par exemple faire faire des tests d'appartenance, ce genre de choses, et voir si au moins un élément correspond à votre sélection. Par exemple, vous pouvez construire une solution, la tester, et voir si la solution convient. Et dans votre liste, vous pouvez voir si vous avez trouvé au moins une solution qui convient à vos critères, et si vraiment aucune ne convient, ça veut dire peut-être que vous aurez à changer votre modèle. Bref, ce sont des fonctions en fait qui passent en revue des éléments itérables, ici les listes. Ce sont des choses qui pourraient aussi être faites par une boucle, on se rend très bien compte qu'on pourrait passer avec une boucle for sur la liste et vérifier une à une si toutes les valeurs sont vraies ou toutes les valeurs sont fausses. Mais encore une fois, Python nous offre un raccourci avec ces fonctions-là, ces fonctions any et all, pour écrire les choses plus simplement. Voilà, cette partie, j'espère, vous a présenté quelques fonctions qui vous seront utiles. Peut-être que vous ne les garderez peut-être pas en tête tout de suite, mais quand vous vous retrouverez face à un problème, vous direz « Ah, ce problème, je l'ai déjà vu, je sais qu'il existe quelque chose », et vous reviendrez peut-être à cette vidéo. Voilà, la vidéo sur les boucles se termine ici. Nous avons vu en fait que les boucles vont nous servir énormément pour ne pas répéter les choses 36 fois dans un programme. Et répéter les choses dans un programme est toujours un peu un problème, puisque vous vous rendez compte que plus nous allons répéter les instructions, plus nous allons avoir par exemple à modifier le programme le jour où cette instruction devra être modifiée. Au lieu de la changer à un seul emplacement, nous aurons à le changer à X emplacements si l'écriture est dupliquée. Donc les boucles, le fait de passer la même instruction, de boucler sur une même instruction, permet de réduire la taille du code et aussi la lisibilité des programmes. Le challenge du programmeur va être donc de choisir la bonne structure de boucle, de savoir si elle va s'arrêter sur une condition ou de savoir si on connaît à l'avance le nombre d'itérations qu'il y a à faire. Mais vous voyez aussi que Python, au travers de l'itération sur les différentes structures de données, nous amène une grande facilité puisqu'il en fait vous évite de vous poser la question du nombre d'itérations. Vous dites, eh ben, vous allez itérer sur le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste, dans le dictionnaire, dans le set, ou n'importe quel objet itérable. Donc Python offre cette flexibilité et vous soulage de ne plus avoir à vous poser la question de combien de fois je vais devoir le faire. Eh bien, je vais juste lui fournir une liste d'éléments et c'est lui qui va chercher lui-même combien de fois il va devoir traiter l'information suivant le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans ma liste. Donc Python nous décharge en fait de beaucoup de choses lorsque nous écrivons des boucles. Bon, c'est vrai que je liais un petit peu aujourd'hui le sujet des boucles à la musculation, parce que ça me semblait pas mal approprié, même si la musculation et l'informatique, c'est pas deux choses que l'on met en rapport d'habitude. En tout cas, moi j'ai l'impression que sur ce coup-ci, la musculation, j'ai beaucoup travaillé la théorie, donc normalement la pratique ne devrait pas me poser de problème. Ouf, c'est quand même un peu plus lourd qu'une souris ça quand même. Hein. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée, et moi je vais voir si en pratique, je suis aussi fort qu'en théorie. Bonne journée!